Par un jour misérable et pluvieux, j'ai proposé un trajet à une vieille dame triste que j'avais trouvée à un arrêt de bus. Elle a oublié son sac à main dans ma voiture, mais à l'intérieur il n'y avait pas de portefeuille. Il y avait juste une vieille clé de maison à l'ancienne et une lettre cachetée écrite de la main de ma défunte grand-mère. Avant de commencer, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nos histoires quotidiennes. D'accord, allons sous la pluie. Le chagrin a une géographie. Depuis un an, depuis le décès de ma grand-mère Claire, mon monde s'était réduit au paysage exigu et souvent humide de mon petit appartement de 3 pièces. C'était un monde de factures en retard, de meubles d'occasion, du bourdonnement constant et sourd de l'anxiété qui accompagne le fait d'être une mère célibataire, qui arrive à peine à garder la tête hors de l'eau. Mais l'endroit où mon chagrin vivait vraiment était un fantôme. C'était la maison de ma grand-mère, une belle vieille demeure de style haussmannien avec un vaste jardin dans lequel elle avait mis tout son cœur et son âme. C'était la maison où j'avais passé tous les étés de mon enfance, le seul endroit où je m'étais jamais vraiment sentie chez moi, et elle n'était plus là. Je me souviens du jour, une semaine après ses funérailles, avec une clarté qui était une douleur physique. Mon oncle, le frère de ma mère, Didier, m'avait assise à sa propre table à manger en acajou parfaite. Il avait sur le visage un air de tristesse et d'inquiétude exercée. « Je suis tellement désolée, Sophie, avait-il commencé, faisant glisser une petite enveloppe mince sur la table vers moi. J'ai passé en revue toutes les finances de Claire. Ce n'est pas bon. Elle avait une deuxième hypothèque dont je ne savais rien, une montagne de dettes. Après avoir remboursé les créanciers, il avait soupiré, une performance parfaite d'un homme accablé par les responsabilités. J'ai dû vendre la maison. Ceci, il avait tapoté la mince enveloppe, est tout ce qui reste. J'étais trop engourdie par mon propre chagrin pour le questionner. J'avais juste pris le chèque, une pitance pathétique et insultante, et j'avais accepté son histoire. J'avais accepté que la dernière belle pièce de ma propre histoire ait disparu, vendue à des étrangers pour payer les échecs secrets de la femme que j'avais le plus aimée au monde. En ce mardi particulier, un an plus tard, la pluie tombait à verse, un rideau gris misérable qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je rentrais du travail, mon vieil emploi de serveuse, ma vieille voiture cabossée crachotant en signe de protestation. J'étais fatiguée. J'étais fauchée. Et j'étais en route pour récupérer mon fils à une crèche que je pouvais à peine me permettre. C'est alors que j'étais arrêtée à un feu rouge que je l'ai vue. C'était une femme âgée debout à un arrêt de bus sans abri, la pluie collant ses fins cheveux gris à sa tête. Elle luttait avec 2 grands sacs d'épicerie en papier qui se dissolvaient rapidement sous l'averse. Elle avait l'air fragile et digne, et complètement trempée. Mon premier instinct égoïste et profondément fatigué fut de continuer à rouler. J'étais en retard. Ma voiture était en désordre. Ce n'était pas mon problème. Mais ensuite, j'ai regardé son visage, la résolution tranquille et sans plainte dans ses yeux fatigués, et j'ai vu un reflet de ma propre grand-mère, une femme qui avait affronté le monde avec une grâce tranquille et inébranlable. Avec un soupir de résignation à ma propre conscience, j'ai garé ma voiture sur le trottoir juste devant elle. J'ai baissé la vitre du passager. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Vous allez attraper la mort. S'il vous plaît, laissez-moi vous déposer. » Je l'ai observé un instant, la pluie tombant à verse, une figure solitaire dans une vaste tempête indifférente. La chaleur de la bonne action était une petite braise fragile dans ma poitrine, un sentiment qui était rapidement éteint par la dure et froide réalité de mon propre portefeuille vide et de mon loyer toujours en retard. Alors que je regardais la rue trempée par la pluie, la rangée de petites maisons délabrées qui formaient mon quartier, je n'avais aucune idée que le petit et simple acte de gentillesse que je venais d'accomplir, un acte que j'avais déjà rejeté comme un geste sentimental inutile, n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'une nouvelle. Et cela allait me ramener de la manière la plus incroyable et la plus miraculeuse directement à la porte d'entrée de la maison que je pensais avoir perdue pour toujours. Et la vieille dame, son visage, un mélange de surprise et d'une gratitude profonde hélas, a finalement cédé. « Eh bien, dit-elle, sa voix claire et élégante, en contradiction avec son apparence trempée. Si vous êtes tout à fait sûr, ce n'est pas un problème. » Pas du tout.
J'ai menti, mon esprit calculant déjà le temps supplémentaire que cela prendrait, le carburant que je ne pouvais vraiment pas me permettre de gaspiller. Je l'ai aidée, elle et ses sacs d'épicerie en dissolution, à s'installer sur le siège passager de ma vieille voiture brinque-ballante. L'intérieur, avec le siège auto de mon fils à l'arrière et une collection de ses jouets égarés sur le sol, semblait soudainement minable et un peu embarrassant en sa présence digne. Mon nom est Evelyne, dit-elle alors que je repartais du trottoir sous la pluie battante. Sophie, répondis-je. C'est un plaisir de vous rencontrer, Evelyne. Le trajet jusqu'à son immeuble d'appartement fut calme et confortable. La pluie battait un rythme doux et régulier sur le toit de la voiture, et nous avons parlé. Ou plutôt, elle a posé des questions et j'ai répondu. Elle avait une façon douce et inquisitive, une curiosité sincère qui m'a fait me sentir pour la première fois depuis très longtemps vue. Elle m'a posé des questions sur mon fils, sur mon travail, sur ma vie. Et moi, une femme qui s'était habituée à garder mes difficultés pour moi-même, je me suis surprise à m'ouvrir à cette gentille étrangère âgée. Je lui ai parlé de ma grand-mère Claire, de la belle maison avec le jardin de roses qui avait été mon sanctuaire d'enfance. Et je lui ai parlé de la douleur de l'avoir perdue. Mon oncle Didier, il s'est occupé de la succession. J'ai expliqué l'histoire de la douleur sourde et familière dans mon propre cœur. Il a dit qu'elle avait des dettes dont je ne savais rien. Il a dit qu'il avait dû vendre la maison pour les rembourser. Tout s'est passé si vite. Evelyne a juste écouté, ses mains soigneusement croisées sur ses genoux, son expression un masque de sympathie tranquille et profondément illisible. Votre grand-mère semble avoir été une femme merveilleuse et très astucieuse. C'est une tragédie ce qui est arrivé à sa maison. Il y avait un accent étrange et presque imperceptible sur le mot « tragédie » que je ne comprenais pas tout à fait. Lorsque nous sommes arrivés à son immeuble d'appartement, un endroit propre, modeste et bien entretenu pour les seniors, j'ai insisté pour l'aider à porter ses courses jusqu'à sa porte. Vous avez un cœur très généreux, ma chère. Un cœur très généreux, tout comme votre grand-mère, Claire. L'utilisation du nom de ma grand-mère, si familier et si désinvolte sur ses lèvres, me causa une petite secousse étrange. Vous la connaissiez, demandai-je, surprise. Un sourire triste et nostalgique effleura ses lèvres. Tout le monde connaissait Claire, dit-elle, sa voix un peu lointaine. C'était une force de la nature. Elle me remercia ensuite de nouveau et disparut dans son appartement, me laissant seule dans le couloir calme et moquetté. Ce n'est que lorsque j'eus récupéré mon fils à la crèche et que j'eus enfin regagné mon propre appartement exigu que je l'aperçus, posé sur le siège passager. Un petit objet élégant et profondément déplacé dans ma voiture en désordre, son sac à main. Une pochette en velours bleu foncé d'allure ancienne. Elle l'avait oublié. Et ma première pensée fut un soupir las. C'était à l'autre bout de la ville. Il faudrait attendre demain. Mais je savais que la femme s'inquiéterait. J'ai décidé de l'ouvrir, espérant y trouver une carte d'identité ou un numéro de téléphone pour pouvoir au moins l'appeler et lui faire savoir qu'il était en sécurité. J'ai détaché le petit fermoir argenté. L'intérieur du sac était doublé d'une soie douce et fanée et il était presque complètement vide. Il n'y avait pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de pièce d'identité. Il n'y avait qu'une seule lourde clé en laiton à l'ancienne, le genre qui ouvre une très vieille et très solide porte, et à côté se trouvait une enveloppe épaisse de couleur crème, cachetée de manière formelle. Ma respiration se coupa. Elle n'était pas adressée à Evelyne. Elle m'était adressée à moi, à Sophie. Et l'écriture, la belle écriture cursive familière et élégante était un fantôme. C'était l'écriture indubitable de ma défunte grand-mère, Claire. Je fixais l'enveloppe, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. C'était impossible. Ma grand-mère était partie depuis plus d'1 an. Cette lettre ne pouvait pas exister. Et pourtant, la voici. Je regardais l'écriture familière et magnifique, mon propre nom écrit par une main qui n'était plus qu'un souvenir. Mes propres mains, tremblant si fort que je pouvais à peine fonctionner, brisèrent délicatement le seau de cire. Je ne savais pas que je n'ouvrais pas seulement une lettre. J'ouvrais une capsule temporelle, un secret, et le dernier cadeau brillant et profondément aimant que ma grand-mère m'avait laissé d'outre-tombe. Cela ne pouvait pas être réel, et pourtant cela l'était. Avec un cœur battant frénétiquement et chaotiquement dans ma poitrine, j'ai délicatement brisé le seau de cire.
Un sceau qui avait attendu patiemment plus d'1 an pour être ouvert. J'ai déplié le lourd papier énigmatique. Et j'ai commencé à lire. Ma très chère Sophie, commençait la lettre. Et si tu lis ceci, alors je suis partie et le monde est un peu moins lumineux sans toi pour moi. Mais tu n'es pas partie. Et toi, ma petite fille courageuse, merveilleuse et profondément sous-estimée, est la raison même de cette lettre. Je t'écris ceci comme un avertissement, comme un cadeau et comme un ultime plan secret. J'ai dû faire une pause, mes propres yeux se brouillant sous une nouvelle vague de chagrin et d'amour. Je connais ton cœur, et je connais le cœur de mon propre fils, ton oncle, Didier. C'est un homme bon, je crois, mais c'est un homme faible. Un homme qui, toute sa vie, a été séduit par les promesses faciles de l'argent. Et je crains, avec la certitude d'une mère, qu'après mon départ, sa faiblesse et son avidité ne lui fassent commettre une grande et terrible injustice envers toi. Mon propre sang se glaça. C'était comme si elle était dans la pièce avec moi, racontant les événements douloureux exacts de l'année passée. Elle écrivit. Et les mots sur la page étaient un écho parfait et brutal des propres mensonges de mon oncle. Il te dira que j'étais endettée. Il te dira qu'il a été forcé de vendre ma maison, notre belle maison, pour payer mes créanciers. Il te donnera un petit chèque insultant, et il te dira avec un soupir triste et théâtral que c'est tout ce qui reste. Ceci, ma très chère Sophie, est un mensonge. Une seule larme chaude d'une nouvelle colère juste tomba sur la page. Je n'ai aucune dette, continuait la lettre, ces mots une déclaration tranquille et puissante de vérité. Ma maison est payée, libre et nette, et c'est l'actif le plus précieux et le plus aimé que je possède. Je ne peux et ne veux pas la lui laisser. Il la vendrait en un clin d'œil et gaspillerait l'argent pour une chose flashy et stupide. Et je ne peux pas te la laisser directement, ma chérie, car je le connais. Je sais qu'il trouverait un moyen de te manipuler, de te culpabiliser pour que tu lui donnes le contrôle, pour que tu la vendes pour ses propres fins égoïstes. Et ainsi elle écrivit, j'ai fait quelque chose d'inhabituel, un dernier coup secret, et j'espère très sage sur le grand échiquier de notre famille. J'ai laissé ma maison dans un transfert de titre de propriété légalement blindé et complètement secret à la seule personne au monde à qui je fais autant confiance qu'à toi. Ma plus vieille, ma plus chère et ma plus fidèle amie, Evelyne. Evelyne, la vieille femme gentille, élégante et trempée par la pluie de l'arrêt de bus. J'ai donné à ma chère Evelyne une dernière et très importante instruction. Elle devait trouver un moyen de te rencontrer, non pas comme mon amie, mais comme une étrangère. Elle devait voir la femme que tu étais devenue, tester ton caractère, voir si la fille gentille, compatissante et au bon cœur que j'avais élevée avait survécu aux nombreuses difficultés de ce monde. Et si elle trouvait que tu étais toujours cette fille, si tu te montrais une femme de caractère vrai et honnête, elle devait te donner cette lettre, et elle devait te donner cette clé. Je baissai les yeux sur la lourde clé en laiton à l'ancienne qui était tombée de l'enveloppe sur mes genoux. La clé d'une maison que je pensais perdue pour toujours, vendue à des étrangers. La femme sous la pluie, la conversation aimable, ces étranges regards complices, ce n'était pas une coïncidence. C'était une épreuve tranquille, belle et profondément juste de mon propre caractère. Une épreuve orchestrée par ma brillante et merveilleuse grand-mère d'outre-tombe. Mon oncle Didier n'avait pas simplement mal géré une succession. C'était un menteur, un fraudeur, et il avait, pendant la dernière année, activement et malicieusement essayé de me voler ma propre véritable héritage. Le chagrin que j'avais ressenti pour ma maison perdue, la maison que j'avais pleurée pendant 1 an, avait disparu, remplacé par une nouvelle fureur froide et profondément satisfaisante. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle m'avait laissé une mission. Elle m'avait laissé une partenaire en son amie vieille et loyale, Evelyne. Et elle m'avait laissé une dernière bataille tranquille et profondément conséquente à mener. Le mensonge de mon oncle était une ombre sombre et laide qui avait pesé sur ma vie pendant la dernière année. Il était temps, ai-je décidé, mes doigts se refermant sur le laiton froid et dur de la clé, de laisser enfin complètement entrer le soleil. Mon premier acte ne fut pas de rage. Ce fut un acte de récupération. J'ai pris la clé. Je suis monté dans ma vieille voiture cabossée et j'ai conduit. J'ai traversé la ville jusqu'à la rue calme bordée d'arbres que j'avais évité pendant 1 an parce que la douleur de la voir, de savoir qu'elle était perdue, avait été trop grande. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai regardé. La maison était exactement comme je m'en souvenais.
Une belle, fière et légèrement envahie maison haussmannienne. Un témoignage silencieux de l'amour de ma grand-mère. Les rosiers qu'elle avait si minutieusement entretenus étaient un peu sauvages maintenant, mais ils étaient toujours là. La vieille balançoire de véranda familière était toujours suspendue, se balançant doucement dans la brise de l'après-midi. C'était une capsule temporelle. Ma capsule temporelle. Avec un cœur battant frénétiquement, joyeusement et terrifié dans ma poitrine, j'ai remonté l'allée de pierre. J'ai glissé la vieille et lourde clé en laiton dans la serrure. Elle a tourné avec un clic satisfaisant et familier, et j'ai poussé la porte. L'air à l'intérieur était calme et frais, et il sentait incroyablement bon, comme elle, la lavande et les vieux livres, et la légère odeur sucrée de tarte aux pommes qu'elle préparait toujours. J'ai traversé les pièces silencieuses couvertes de draps de poussière, un fantôme dans mon propre passé. J'ai passé ma main sur son fauteuil préféré. Je me suis tenue dans la cuisine ensoleillée où j'avais appris à cuisiner. J'ai pleuré. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'un retour au foyer profond et profondément émouvant. Je me tenais au milieu de son salon, le salon de ma grand-mère, mon salon, quand j'ai finalement passé l'appel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé son numéro. Mon oncle Didier. Il a répondu au deuxième coup, sa voix le ton familier, légèrement impatient et condescendant qu'il utilisait toujours avec moi. Sophie, dit-il, qu'y a-t-il ? Je suis en pleine réunion. J'en suis sûr, dis-je. Ma propre voix, un instrument calme, tranquille et dangereux qu'il ne reconnaissait pas. J'avais juste une petite question pour vous, Didier, à propos de la maison de grand-mère Claire. Je pouvais entendre le soupir impatient à l'autre bout du fil. Sophie, nous avons déjà parlé de ça une douzaine de fois. La maison a été vendue pour payer ses dettes. Elle est partie. C'est un chapitre très triste mais clos. Tu dois apprendre à passer à autre chose. C'est drôle, dis-je. Un sourire lent, froid et profondément satisfaisant se répandant sur mon visage alors que je regardais la belle pièce ensoleillée dans laquelle je me tenais. Et je dois dire, pour une maison vendue il y a un an, elle semble être en remarquablement bon état. Le silence à l'autre bout du fil était d'une beauté pure et exquise. C'était un silence rempli du son de l'esprit d'un menteur. Un rat dans un labyrinthe essayant frénétiquement de trouver une issue qui n'existait pas. Quoi ? De quoi parles-tu ? Comment es-tu entré là ? C'est une effraction. Non, ce n'est pas le cas, dis-je, ma voix aussi calme et claire qu'une cloche. Ça s'appelle utiliser une clé. Une clé qui m'a été donnée par le propriétaire légal de la propriété. Je laissai les mots planer dans l'air. Tu m'as menti, Didier. Il n'y avait pas de dette. La maison n'a jamais été vendue. Ma grand-mère était juste, comme tu l'as toujours su, une personne beaucoup plus intelligente et bien plus décente que toi. Elle l'a laissée à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Qui l'a ? Une charmante femme nommée Evelyne, la plus vieille et la plus chère amie de grand-mère. Une femme qui, il s'avère, a un cœur très généreux. Je me dirigeai vers la fenêtre de devant et regardai la rue. Je dois y aller maintenant, Didier. Je rencontre la véritable propriétaire, Evelyne, et notre avocat ici dans environ 10 minutes pour faire officiellement et finalement signer l'acte de propriété à mon nom, conformément aux dernières volontés très spécifiques et très claires de ma grand-mère. Je fis une pause, une dernière belle pensée me venant à l'esprit. Je suis sûr, ajoutai-je, que tu auras des nouvelles de mon avocat demain matin. Je crois qu'il y a une petite affaire juridique concernant l'héritage que tu m'as volé à discuter. Je raccrochai le téléphone, et le silence dans le salon de ma grand-mère fut absolu. Le fantôme de la voix paniquée et balbutiante de mon oncle Didier sembla planer un instant avant de se dissoudre dans la paix tranquille et ensoleillée de la maison. Le mensonge était mort, et j'étais, pour la toute première fois depuis une longue et très difficile année, enfin rentré chez moi. Je n'eus pas à attendre longtemps. 1 heure plus tard, une voiture s'arrêta dans l'allée. C'était Evelyne, la femme aimable et élégante de l'arrêt de bus, la gardienne des secrets de ma grand-mère. Elle entra dans la maison, non pas comme une étrangère, mais comme une co-conspiratrice, une amie. Elle tenait une bouteille de champagne et 2 verres. « Votre grand-mère, dit-elle, ses yeux pétillants d'une lumière féroce et profondément satisfaite, a toujours aimé un bon plan bien exécuté.
Je crois qu'elle serait d'accord pour dire que cela mérite une célébration. Nous nous sommes assis ensemble sur le vieux canapé confortable de ma grand-mère, le même canapé où j'avais passé tant d'après-midi enfant, à écouter ses histoires. Et Evelyne me raconta le reste de l'histoire. Elle me parla de ses 60 ans d'amitié avec ma grand-mère, Claire, un lien forgé dans un monde souvent peu aimable envers les femmes fortes et intelligentes. Elle me parla de l'amour profond et durable de ma grand-mère pour moi et de sa profonde déception croissante face à la faiblesse et à la cupidité de son propre fils. Elle voyait ce jour venir. Vous savez, dit Evelyne, sa voix un doux murmure nostalgique. Elle savait que Didier te verrait comme un obstacle, pas comme de la famille. Et elle était déterminée, absolument déterminée à te protéger et à protéger cette maison, son héritage, de ses pires impulsions. Elle me tendit ensuite un épais dossier d'apparence officielle qu'elle avait apporté avec elle. À l'intérieur se trouvaient tous les documents légaux, l'acte de propriété signé, les dernières instructions. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle m'avait laissé une forteresse. Une forteresse légale et financière si solide que les tentatives pathétiques de mon oncle pour la combattre seraient inutiles. Les conséquences furent, comme prévu, rapides et pathétiques. Mon oncle Didier a, bien sûr, essayé de se battre. Il a appelé ses propres avocats. Il a proféré des menaces. Il nous a accusés, Evelyne et moi, de conspiration, d'exercer une influence indue sur une vieille femme sénile. Mais son bluff ne faisait pas le poids face à la précision discrète et inébranlable du plan final de ma grand-mère. Il n'a pas seulement été déjoué légalement. Il a été financièrement ruiné. Le petit héritage qu'il m'avait si cruellement volé n'était rien comparé aux frais d'avocat auxquels il faisait maintenant face. Finalement, il a été contraint de battre en retraite. Un homme vaincu, sa cupidité lui ayant coûté non seulement une fortune, mais aussi le dernier lambeau de respect de sa propre famille. Ma justification, cependant, ne résidait pas dans sa ruine. Elle résidait dans ma propre reconstruction tranquille et belle. L'histoire se termine par un samedi après-midi ensoleillé, 3 mois plus tard. Je ne suis pas dans mon vieil appartement exigu et humide. Je suis ici dans le jardin de ma grand-mère, un endroit que je pensais perdu pour moi pour toujours. Les rosiers, sous mes soins aimants, prospèrent à nouveau. Leurs fleurs éclatantes et parfumées, un témoignage d'une vie qui refuse d'être oubliée. Mon fils rit, chassant un papillon à travers la pelouse verte et ensoleillée. Et je ne suis pas seule. Assise avec moi sur la vieille balançoire de véranda familière se trouve Evelyne. Elle est devenue plus qu'une amie, plus qu'une co-conspiratrice. Elle est devenue ma famille. Ma grand-mère, dans son infinie sagesse, ne m'avait pas seulement laissé une maison. Elle m'avait laissé une nouvelle grand-mère, une nouvelle gardienne, un dernier lien magnifique et profondément chéri à son propre amour. Nous buvons du thé glacé et nous parlons de l'avenir. Des nouvelles couleurs de peinture pour la cuisine, des légumes que nous devrions planter dans le jardin le printemps prochain, de la simple, belle et profondément ordinaire affaire de construire une vie nouvelle et meilleure. J'étais entrée dans une tempête, une jeune femme perdue, affligée et en difficulté. Mais un simple acte de gentillesse désintéressée envers une étrangère m'avait ramenée à la maison. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement donné une clé de maison. Elle m'avait donné la clé de mon propre avenir. Et j'étais enfin et vraiment prête à ouvrir la porte. Une histoire absolument magnifique et émouvante sur le plan posthume génial d'une grand-mère et la force tranquille d'une petite fille. Que pensez-vous de l'incroyable prévoyance de la grand-mère et de son test secret? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette histoire d'héritage familial protégé, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes et émouvantes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.